McDonald's est présent dans 118 pays, mais c'est bel et bien aux États-Unis qu'il fait le plus de ravages, autant en termes de vente et donc de rentabilité qu'en termes de toxicité. Au Royaume-Uni, par exemple, son pain à hamburger contient une douzaine d'ingrédients. Aux États-Unis, ce même pain en contient plus de 25. Et dites-vous que jusqu'en 2016, l'un de ces ingrédients était un agent de traitement de la pâte, également utilisé dans la fabrication de tapis de yoga et de chaussures. Je ne sais pas ce qui est le plus dingue, le fait que des gens ont laissé passer ça ou le fait qu'on utilise ce genre d'agent dans l'industrie alimentaire. Et si cette information vous choque, dites-vous qu'il ne s'agit là que de la partie visible de l'iceberg. Je pense que vous vous souvenez de la récente polémique dans laquelle le PDG de McDonald's a été impliqué en mangeant un de ses hamburgers devant une caméra, le qualifiant constamment de produit. Oui, il n'a pas dit ce hamburger, il n'a pas dit cette nourriture, il a dit ce produit. Chris K here with, you've heard about it, here it is, the Big Arch. This is something that we have tested already in Portugal, Germany, Canada. I love this product. It is so good. I'm going to do a tasting right now, but I'm going to eat this for my lunch, just so you know. So here we go. First, holy cow. God, that is a big burger. All right, the moment of truth. That is so good. It's a delicious product. I'm going to enjoy the rest of my lunch, but Big Arch, try it when you can get it. Cette simple vidéo est devenue le plus grand fiasco commercial de l'histoire de la restauration rapide, plus communément appelée fast-food. Visionnée par des millions de personnes, elle montre Chris Kempczinski, le PDG mondial de McDonald's, goûtant son propre produit. Oui, j'insiste sur le mot produit. Il a pris une bouchée minuscule, la caméra coupe aussitôt, on ne le voit donc jamais l'avaler. Puis il nous dit qu'il finira le reste hors caméra. Comme c'est pratique. Cette vidéo a enflammé la toile sur Instagram où la vidéo a été postée initialement en février. Elle comptabilise plus de 16 millions de vues déjà. Et encore, c'est sans compter sur les reposts sur X, YouTube ou alors TikTok. Même les plus grandes chaînes d'infos du monde y ont consacré des reportages entiers. D'autres chaînes concurrentes de fast-food se sont bousculées pour rebondir sur ce buzz, histoire en fait de montrer à Chris comment manger un vrai hamburger. Not bad, right? Only one thing missing, a napkin. Amazing, absolutely wonderful. That's a burger. This is exactly the way a great hamburger should be. Mais ce n'est pas tout, vous savez comment est Internet. Dès qu'un scandale de ce genre éclate, les internautes ont la fâcheuse, mais parfois intéressante tendance à déterrer tout ce qu'il y a à déterrer. Voici donc ce qu'ils ont trouvé. On y voit la Chris en train de manger un sandwich au poulet McDonald's et la vidéo date de 2 ans. Regardez ce qu'il fait dès qu'il prend une bouchée. C'est moi ou il recrache directement dans la serviette. Dans tous les cas, personne ne peut me convaincre qu'il a avalé ce burger. Il a aussi fait quelque chose de similaire avec le test de goût des McCrispy. Il prend une bouchée et continue de parler avec le poulet coincé dans sa joue. That is so good. I could use more than 3. You should order 6. By the way, as some of you know, once you have a chicken strip, a snack wrap's not too far behind. Encore une fois, la caméra coupe. Il ne l'avale jamais à l'écran. Internet a donc trouvé pas mal de vidéos comme celle-ci et moi ça m'a fait réfléchir. Si le type qui est payé 20 millions de dollars par an pour vendre McDonald's à travers le monde entier refuse de goûter lui-même à sa propre nourriture devant la caméra, n'y a-t-il donc pas lieu de s'inquiéter? Il y a un dicton urbain qui dit quelque chose du genre « Si vous voulez cacher quelque chose aux yeux du monde, alors faites-le sous leurs yeux ». Et c'est exactement ce que cette entreprise fait. Il suffit de fouiller un peu et je peux vous garantir que ce que vous allez trouver pourrait vous retourner le cerveau. Car il ne s'agit pas juste de burger. Le problème est beaucoup plus important que ça. Rappelez-vous, Chris a qualifié son burger de produit. Eh bien honnêtement, c'est peut-être la description la plus juste qu'on puisse faire de l'alimentation américaine actuellement. Car plus de 3000 additifs sont autorisés aux États-Unis alors qu'ils sont restreints ou interdits dans d'autres pays développés à l'instar de l'Europe. Et chacun d'eux a été introduit aux États-Unis grâce à une faille réglementaire dans les années 58 qui n'a jamais été véritablement mise à jour. La question n'est donc pas de savoir si ces entreprises peuvent fabriquer des aliments sans ces produits chimiques. Elles le peuvent. La preuve, elles produisent des versions plus saines de ces mêmes produits pour tous les autres pays où elles les vendent, du moins les pays développés où elles les vendent. La question est donc, pourquoi choisissent-elles de ne pas le faire aux États-Unis? Alors, salut à tous et bienvenue sur Ekima 2.0. Aujourd'hui, on va plonger dans l'inquiétante usine alimentaire des USA. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez une boisson rafraîchissante et des pop-corns, car on va commencer.
Avant de dézoomer et de regarder large dans cette vidéo, je me suis d'abord demandé pourquoi notre cher Chris avait peur de manger ses propres burgers. Et pour avoir la réponse, il faut aller jusqu'au fond des choses. Examiner chaque ingrédient des burgers McDonald's. Et franchement, je me demande comment la plupart de ces ingrédients sont même légaux. Alors, et si on prenait par exemple le Big Mac, c'est le menu le plus emblématique de la restauration rapide. Selon le site web de McDonald's, il est composé de 7 éléments. Oui, je préfère dire éléments qu'ingrédients et vous allez comprendre pourquoi. On a le pain Big Mac, le steak haché 100% bœuf, la laitue, la sauce Big Mac, le fromage américain fondu pasteurisé, les cornichons et les oignons. Ça n'a pas l'air si mal, n'est-ce pas? Sauf que dans ces 7 éléments, on en compte en réalité 80 ingrédients. Oui, 80, 8 et 0. Un Big Mac, c'est 7 éléments, 80 ingrédients et une liste de surprises que McDonald's préfère que vous ne lisiez pas trop attentivement. Commençons par le pain. Le pain contient de l'acide folique qui est un faux ami. Il est présenté comme une vitamine B, bonne pour la santé, sauf que c'est une version 100% synthétique qui n'existe pas dans la nature. Le vrai nutriment naturel, c'est le folate. Et le corps est censé le transformer en méthylfolate, essentiel pour l'humeur, la concentration et l'équilibre mental. Le problème, 40 à 60% des gens ont une mutation génétique qui les empêche de faire cette conversion. Résultat, le corps croit recevoir ce dont il a besoin, mais ne produit jamais sa forme active. C'est donc une carence silencieuse directement liée à l'anxiété, aux troubles de l'humeur et à des problèmes de santé mentale. Les cornichons. Les cornichons contiennent du sorbate de potassium, un conservateur dont le rôle est de tuer moisissures et bactéries. Le souci, c'est qu'il ne fait pas le trait. Une étude de 2019 a montré qu'il élimine en priorité les bonnes bactéries d'abord, celles qui combattent l'inflammation, tout en laissant prospérer les mauvaises. Ce qui signifie qu'à chaque bouchée, le microbiote humain devient un peu plus déséquilibré, ce qui peut provoquer des problèmes digestifs, affaiblir l'immunité et même affecter l'humeur. Ce n'est pas tout. Une étude de 2010 a démontré qu'il provoque des cassures dans l'ADN des cellules humaines dès la première heure d'exposition. Et ceci à toutes les doses testées. Venons-en à la sauce, et une partie du pain encore, oui. L'huile de soja y est contenue à l'intérieur, et c'est d'ailleurs le pire des ingrédients de la liste, car c'est probablement l'ingrédient le plus problématique. L'huile de soja est fabriquée à l'aide d'un solvant chimique industriel, le même utilisé dans celle des dégraissants, oui, qui n'apparaît donc jamais sur l'étiquette car la réglementation ne l'y oblige pas. Comme c'est magnifique. Très appétissant, j'espère. Mais le vrai danger vient de sa composition. Très instable à la chaleur, cette huile produit en cuisant des composés toxiques qui endommagent les cellules du corps humain, déclenchent une inflammation chronique et perturbent la production d'énergie dans tout le corps. Concrètement donc, on ressent de la fatigue, un brouillard mental, un métabolisme au ralenti. Une étude de l'Université de Californie a même montré que l'huile de soja dérègle les gènes dans le cerveau, notamment ceux qui contrôlent l'appétit, le métabolisme et le comportement social. À l'intérieur de l'étude, le chercheur principal avait un message clair à l'intérieur de celle-ci: réduire sa consommation d'huile de soja. Et c'est non négociable. Le fromage. Le fromage et son colorant mystère. Sur l'étiquette, il est simplement écrit colorant ajouté. Rien de plus. Pas de nom, pas de détails. Il pourrait donc s'agir d'un extrait naturel de plante ou d'un colorant synthétique dérivé du pétrole, oui. Interdit d'ailleurs ou soumis à avertissement obligatoire dans l'Union européenne en raison de ses effets sur l'attention et le comportement des enfants. Parce que oui, une étude publiée dans The Lancet a confirmé le lien entre colorant artificiel et hyperactivité. Aux États-Unis donc, McDonald's a juste le droit d'écrire colorant ajouté et de passer à autre chose. Comme c'est magnifique. En résumé, sur les 80 ingrédients d'un Big Mac, à peine une dizaine sont de vrais aliments. Le reste, des additifs, des conservateurs, des émulsifiants et au moins 9 dérivés de pétrole. La question n'est donc pas vraiment est-ce que c'est bon, mais plutôt à quelle fréquence est-ce qu'on accepte de manger ça. Et c'est là que les choses deviennent inquiétantes. Et s'il se passait exactement la même chose dans toute la chaîne alimentaire? Il y a quelque chose de différent dans l'alimentation actuelle en Occident, particulièrement aux États-Unis. La plupart des gens le remarquent subtilement avant de pouvoir l'expliquer clairement. L'énergie qu'un repas est censé apporter ne dure pas aussi longtemps qu'avant, la faim revient plus vite que prévu, la digestion est moins stable, même sans changement notable dans les habitudes quotidiennes. Parallèlement, les données convergent vers une conclusion très précise. Selon les CDC, Centre pour le contrôle de la prévention des maladies, plus de 70% des adultes aux États-Unis sont aujourd'hui en surpoids ou obèses. Une part importante de la population souffre déjà de dysfonctionnements métaboliques précoces. Les données nationales sur l'alimentation montrent également que plus de la moitié de l'apport calorique quotidien provient d'aliments ultra transformés. Cette tendance s'explique souvent au niveau individuel, choix alimentaire, maîtrise de soi, mode de vie, mais lorsque les mêmes résultats se manifestent chez des dizaines de millions de personnes simultanément, cela suggère un problème plus vaste. Ces dernières décennies
décennies, le système alimentaire américain a subi des transformations structurelles, non seulement au niveau des ingrédients, mais aussi au niveau de la production, du stockage, du transport et de la réglementation des aliments. Nombre de ces changements visaient à améliorer l'efficacité et à étendre la chaîne de valeur, durée de conservation et soutien à la distribution à grande échelle. Ces objectifs ont été atteints, mais ils ont aussi modifié le comportement des aliments et la façon dont le corps humain y réagit. Malheureusement, on ne peut pas gagner des deux côtés. Lorsqu'on examine le système dans son ensemble, les schémas qui semblent déroutants au niveau individuel finissent par suivre une logique plus cohérente. Prenons un exemple courant, mais rarement remis en question. Le pain. Une simple miche de pain, faite de farine, d'eau et de levure, ne se conserve normalement pas longtemps. En quelques jours, elle sèche, elle devient rassis en fait. Et peu après, des moisissures se forment. Ce processus n'est pas dû à une défaillance de l'aliment, non pas du tout. Il s'agit du comportement naturel des matières organiques exposées à l'humidité, à l'air et ou aux micro-organismes. Comparons donc maintenant cette vérité factuelle aux produits vendus aujourd'hui dans les grandes surfaces. De nombreux pains industriels peuvent se conserver 1 ou 2 semaines, voire plus, sans altération visible. Aucune altération visible. Leur texture reste moelleuse, les moisissures n'apparaissent pas aussi rapidement. Même exposées à l'humidité, leur structure conserve une résistance inhabituelle. Cette différence provient du choix de conception. Selon la documentation de la Food and Drugs Administration sur les ingrédients alimentaires, des composés comme le propionate de calcium sont largement utilisés dans les produits de boulangerie pour inhiber la croissance des moisissures. D'un point de vue industriel, c'est une solution pratique. Le pain doit résister au transport sur de longues distances, au stockage, à la distribution et à son séjour en rayon. Or, la fonction du produit se modifie lors de ces étapes. Autrefois, la détérioration servait de signal biologique, indiquant que l'aliment avait atteint en fait la fin de sa durée de conservation. Sauf que lorsque ce signal est retardé ou complètement supprimé, le produit gagne en stabilité, mais s'éloigne aussi des processus naturels de dégradation auxquels le système digestif humain s'est adapté. Imaginez un instant que vous mangez de la nourriture qui ne se dégrade pas bien dans votre corps. Bref. On observe le même phénomène avec les fruits et les légumes, les pommes par exemple. Elles sont souvent conservées sous atmosphère contrôlée, ce qui réduit le taux d'oxygène et ralentit leur métabolisme. Est-ce que vous saviez qu'il est fort probable que la pomme que vous avez avalée hier ou ce matin date de plus de 3 ans? Oui. Ça, c'est si vraiment elle n'est pas certifiée bio de chez bio. On est d'accord que c'est effrayant. Aucun aliment naturel ne résiste aussi longtemps, encore moins un fruit. Bref, dans ces conditions, certaines variétés peuvent être conservées plusieurs mois avant d'arriver chez le consommateur. Au moment de l'achat, elles peuvent encore paraître fraîches, mais leur durée de conservation est déjà bien plus longue que ce qui se produirait en conditions naturelles. Vous voyez dans les bonnes CNTP. Alors attention, tout cela ne veut pas dire automatiquement que la nourriture devient mauvaise ou dangereuse à consommer, mais cela montre surtout qu'il y a eu un changement dans les priorités. Désormais, l'objectif principal n'est plus d'optimiser les aliments pour leur interaction avec le corps humain, mais plutôt d'assurer la stabilité et le bon fonctionnement de toute la chaîne d'approvisionnement. Comme quoi, on n'en a plus rien à foutre de vos estomacs. Ce changement a ensuite entraîné beaucoup d'autres transformations, et si ces effets restent difficiles à remarquer, c'est en grande partie parce que le corps humain ne réagit pas à l'alimentation de façon directe et instantanée. Les signaux existent bel et bien, mais ils apparaissent souvent plus tard et de manière indirecte. Lorsque l'on mange, les premiers signaux perçus sont généralement de courte durée, le plaisir gustatif, parfois une brève montée d'énergie. Ces sensations sont immédiates et faciles à interpréter. Mais bon nombre des réponses physiologiques les plus importantes surviennent plus tard. La glycémie fluctue pendant plusieurs heures, les réponses hormonales liées à la faim et à la tristesse mettent du temps à se stabiliser. Une inflammation légère, lorsqu'elle se manifeste, n'apparaît pas instantanément. Les troubles digestifs peuvent se manifester le lendemain matin, voire une journée entière plus tard. Ce délai donc affaiblit le lien de causalité, malheureusement. Parce que quand un problème apparaît 12 à 24 heures après avoir mangé, la majorité des personnes en fait ne pensent pas que l'aliment peut en être la cause. Elles préfèrent accuser des éléments plus évidents de leur vie, une mauvaise nuit, une période de stress ou une journée beaucoup trop remplie. Ce ne sont pas de mauvaises excuses, mais elles ne racontent pas toute l'histoire. À force de répéter cela, on finit par se tromper systématiquement de coupable. Les gens se sentent épuisés, ont le ventre ballonné ou manquent de tonus sans jamais faire le lien avec ce qu'ils mettent dans leurs assiettes chaque jour. Le corps envoie pourtant une alerte, mais ce message est devenu trop flou pour aider les gens en fait à changer d'habitude. Et donc la façon dont l'Occident s'alimente aujourd'hui rend cette analyse encore plus complexe. Les aliments ultra transformés sont conçus pour avoir un goût constant, être facile à consommer et procurer une satisfaction immédiate. Ils ne produisent pas de fortes réactions négatives au moment de la consommation. Les effets sont plus progressifs et plus diffus.
Par conséquent, le corps continue de réagir, mais la réaction est étalée dans le temps. Et lorsque la réaction devient retardée et floue, elle cesse de fonctionner comme un guide fiable. Un autre changement, moins visible mais tout aussi important, est lié à la rapidité avec laquelle les aliments sont désormais produits. Ah oui. Aux États-Unis, un poulet commercial atteint en moyenne son poids de commercialisation en un peu plus de 6 semaines. Selon les données du National Chicken... Qui a donné un nom pareil? Selon les données du National Chicken Council aux États-Unis, le même processus était beaucoup plus lent au milieu du XXe siècle. On est d'accord qu'en 6 semaines, soit 1 mois et demi, l'animal lui-même n'a pas évolué naturellement pour croître à ce rythme. Ce changement est donc dû à la sélection génétique, au système d'alimentation contrôlé et aux environnements rigoureusement gérés conçus pour maximiser la vitesse de production. D'un point de vue efficacité, cela fonctionne. Ils peuvent produire plus de viande en moins de temps et à moindre coût. Mais une croissance plus rapide modifie bien plus que le simple volume de production. Elle affecte la structure des tissus, la répartition des graisses et la composition globale de la viande. Je me rappelle être tombé sur plein de vidéos sur TikTok où des gens filmant en fait leur poitrine de poulet qu'ils venaient d'acheter ou alors qu'ils n'avaient pas acheté de cela longtemps. Et ils insistaient en fait sur à quel point la texture et l'aspect de la viande étaient complètement différents et donc qu'il y a forcément un problème sous-jacent derrière cette apparence aussi étrange pour du poulet. Y'all, I don't remember chicken breast being that, like, stringy. Like, what is happening? Is that normal? I've been cooking for a while, and I don't remember chicken breast ever looking like this. Et d'après ce que j'ai cru entendre, cette pathologie s'appellerait la poitrine ligneuse, où en fait les fibres musculaires se développent avec une densité anormale en raison d'une croissance rapide. Il ne s'agit pas d'un problème théorique, mais d'une conséquence directe de l'optimisation de la vitesse. Et un schéma similaire apparaît en agriculture végétale. Une étude publiée dans le journal de The American College of Nutrition a comparé les niveaux de nutriments dans les cultures sur une période de plusieurs décennies et a constaté des baisses mesurables de nutriments essentiels tels que le fer, le calcium et la vitamine C. Selon les scientifiques, il existe un déséquilibre entre la quantité produite et la quantité de nutriments. Comment choisir des plantes qui grandissent très vite pour récolter plus de volume? Ces dernières n'ont pas assez de temps en fait pour absorber les minéraux du sol durant leur cycle de vie raccourci en fait. Ce phénomène provoque une transformation discrète mais plus lourde de conséquences. À l'œil nu, rien ne change. Une tomate actuelle ressemble plus ou moins à celle que mangeaient nos grands-parents, mais l'intérieur n'est plus le même. Pousser plus vite signifie souvent capter moins de bonnes choses, même si l'apport en calories reste plus ou moins identique. Augmenter la production permet donc de remplir davantage de paniers, c'est logique. Cependant, on oublie souvent que cette course à la vitesse modifie directement la richesse biologique de ce que nous mangeons. Et lorsque ce changement affecte l'ensemble du système, il impacte non seulement les produits individuels, mais aussi l'apport nutritionnel de base sur lesquels les populations en fait comptent quotidiennement. Pour comprendre pourquoi les niveaux de nutriments peuvent évoluer, il est utile d'examiner le sol lui-même. Les cycles de régénération des sols étant longs, l'agriculture à grande échelle repose souvent sur la monoculture où la même plante est cultivée de manière répétée sur la même parcelle. Cette approche simplifie la production et accroît l'efficacité, mais elle exerce également une pression constante sur le sol. Au fil du temps, certains nutriments s'épuisent plus vite qu'ils ne se reconstituent. Pour compenser, les engrais de synthèse sont largement utilisés, mais ils ne remplacent pas entièrement la gamme plus étendue d'oligo-éléments et d'interactions biologiques présents dans les écosystèmes des sols sains. Il est important même de souligner que la plupart des engrais qui sont bombardés dans ces cultures sont franchement nocifs pour la consommation humaine. Par conséquent, les cultures peuvent continuer à pousser à grande échelle, mais leur profil nutritionnel peut se modifier. Et donc, l'industrie agroalimentaire doit ces changements à l'essor des aliments ultra transformés, et c'est là où je voulais en venir. D'après des enquêtes alimentaires nationales telles que la NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey, évaluant l'état de santé et de nutrition de la population américaine, plus de la moitié de l'apport calorique quotidien aux États-Unis provient désormais de produits ultra transformés. Il ne s'agit pas d'une petite part de l'alimentation, mais de la majorité. Ces aliments ne sont pas simplement transformés au sens traditionnel du terme. La transformation a toujours fait partie de la préparation, de la cuisson, de la fermentation et de la conservation des aliments. Sauf que les aliments ultra transformés désignent des formulations élaborées à partir d'ingrédients raffinés, d'additifs et de techniques industrielles conçues pour
créer des produits très homogènes et savoureux. J'insiste sur le fait qu'il s'agisse de création et non de trucs naturels en fait. L'objectif n'est pas seulement la conservation, mais l'optimisation. La saveur est donc très travaillée pour être immédiatement attrayante. La texture est très standardisée, la durée de conservation est prolongée. Les produits sont conçus pour être pratiques et prévisibles au sein des grands réseaux de distribution. Du point de vue du consommateur, cela fonctionne, mais la structure de ces produits modifie la façon dont le corps réagit. À mesure que les aliments deviennent plus transformés et plus stables, une autre couche s'ajoute. Des composés chimiques qui contribuent à maintenir la texture, à prévenir la séparation et à prolonger la durée de conservation. Ces additifs répondent à des objectifs techniques précis. Les émulsifiants empêchent les ingrédients de se séparer. Les stabilisants maintiennent la consistance malgré les variations de température. Les amidons modifiés permettent aux produits de résister à la congélation, au réchauffage et à un stockage prolongé sans se dégrader. Et au fil du temps, on voit donc comment tous ces composés interagissent avec le corps humain. Pendant des millénaires, le corps humain a été nourri d'aliments entiers, de graisses naturelles et de fibres végétales. Aujourd'hui, il est quotidiennement bombardé de combinaisons artificielles que personne n'a vraiment testées sur le long terme. Chaque additif pris séparément est jugé dans les limites réglementaires acceptables, mais qu'est-ce qui se passe en fait quand on mélange des dizaines et des dizaines en même temps, repas après repas, année après année? La réponse honnête, on ne sait pas vraiment. Et ce qu'on ne sait pas finit très souvent par nous éclater à la figure. Pas besoin d'attendre des conclusions scientifiques pour observer les signaux. Beaucoup de gens vivent des symptômes discrets mais chroniques. Ballonnement, digestion capricieuse, sensibilité alimentaire inexpliquée, de plus en plus d'allergies, d'hypersensibilité, d'hyperactivité, des inconforts en fait qu'on met sur le compte du stress ou de la fatigue, mais qui sont peut-être la façon qu'a le corps de dire qu'il s'adapte encore difficilement à une alimentation que l'évolution n'a jamais prévue. Comprendre cela, certes, ne résout pas tous les problèmes. Cela n'apporte pas de solution miracle, mais cela réussira à modifier notre interprétation de ce que nous vivons et consommons. Rappelez-vous, nous sommes ce que nous mangeons. Au lieu donc de considérer chaque signal isolé, il devient possible de discerner des tendances. Et une fois ces tendances identifiées, le système lui-même devient plus facile à évaluer. Comme je l'ai dit en début de vidéo, la plupart de toutes les substances nocives se retrouvent à l'intérieur des produits de consommation américaine. Donc, la solution la plus safe serait de s'en tenir à la version européenne du produit, parce que quelque chose que j'ai découvert en me documentant sur le sujet, c'est que les produits européens sont soumis à plus de lois et de vérifications sur leur composition. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les gestes qui sauvent, le like, le partage, le boost, très important. Mais surtout de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se dit à la prochaine, portez-vous bien.